V se sentit sale avant même d'arriver à Faro. Avoir failli était une tâche qu'il ne serait pas facile d'effacer, déclara-t-il, sans préciser s'il s'en voulait pour l'affaire des diplômes ou celle du texto. Il cita Lady Macbeth. Guérand, content de la contrition de son véhicule et conscient de la peine qu'il éprouvait, proposa de s'arrêter pour lui à la prochaine station. Il prendrait une douche, pendant qu'eux prendraient une collation. V refusa. Il voulait éprouver toute la force du mur contre lequel son amour-propre venait de s'écraser, et se laver extérieurement n'aurait en rien altéré l'impact qu'il cherchait à reproduire afin, espérait-il, de s'en libérer de l'intérieur. Ils s'arrêtèrent néanmoins. Malgré les raccourcis auxquels leur empressement les poussait, Guérand et Emma voulaient profiter du peu de temps qu'il leur restait au Portugal pour que ce dernier leur parlât un peu de lui, avant d'être indirectement victime, lui aussi, de la maladie qui emportait là-bas, au nord, leurs vieux parents. Du ruban de route qu'il déroulait avec beaucoup de rigueur, V se coupa à regret pour faire un crochet dans un petit village que Guérand trouva beau au premier regard. Son deuxième regard se teinta du reproche du premier, car quelles que soient les qualités du village dans lequel entraient ses yeux comme un voyageur égaré, l'heure n'était pas au sentiment bucolique. Pourtant, en se posant sur le visage de sa fille, un troisième regard lui apporta la confirmation de sa première impression. Le village mettait du ravissement dans le visage d'Emma, parce que ce qu'elle voyait était ravissant, mais aussi et surtout parce qu'avec l'agilité d'esprit qui la caractérisait, elle avait saisi que chaque belle image qu'elle verrait désormais était une fleur d'un bouquet qu'elle cueillait en route vers l'hôpital. Un ravissant bouquet d'images sentant le renouveau du vieux continent à déposer aux pieds de son grand-père déclinant. « Arrête-toi sur la place du village, entre l'église et le café, » demanda Guérand d'une petite voix si distante qu'elle semblait déjà une centaine de mètres plus loin, en compagnie de ses yeux, entre les deux institutions mentionnées. Détachant le regard des bâtisses aux couleurs chaudes, bordant les deux côtés de ce qui devait être la rue principale, Emma se demanda si l'intention de son père était d'allumer un cierge ou de boire un café. Comme son cœur balançait, mais pas sa vessie, entre quel endroit visiter en premier, elle ajouta « Vite, V, j'ai dans le ventre de quoi remplir un bénitier. » Clairement, pensa V, Guérand a abandonné son poste, car il aurait dû se récrier que « vidanger » était plus approprié, mais il n'eut pas le temps de prendre le commandement pour s'assurer que le règlement de bord linguistique fût respecté. Par anticipation de l'arrêt, père et fille, l'un à gauche, l'autre à droite, abaissèrent en même temps, lui à l'avant, elle à l'arrière, la fenêtre contre laquelle leur nez ou leur front écrasait, si bien que, tel un sous-marin à qui l'on donnerait l'ordre de monter remplir ses ballastes, V le pressé, en sentant l'air s'engouffrer en lui à gros bouillon, fut stoppé dans son élan. Emma sortit la première en répétant « Posso usare la sua casa de bagno ?» « Puis-je me servir de vos toilettes ?» avec un accent que son empressement rendait convaincant. Pour le cas où sa demande serait mal accueillie, elle avait préparé une plus longue phrase, qui poussait sur la première comme ce qui emplissait son bas-ventre la poussait à presser le pas. « Tenha ma certeza que comeremos algo, o meu pai e eu, assim que o meu pai regressará da igreja. Soyez sûr que nous allons manger quelque chose, mon père et moi, dès que mon père reviendra de l'église. » Guérand n'était pas si loin dans sa prière en faveur de son père qu'il ne se retourna pas, tandis qu'il ouvrait la portière pour regarder sa fille contournant avec assurance les tables placées telles des mines devant l'entrée du café. Quel chemin elle avait parcouru depuis les premiers pas timides hors de l'aéroport Venizelos à Athènes. Un pays plus loin, à Naples, elle ne se serait pas éloignée seule un peu loin du port qu'était son père, même s'il avait eu de quoi remplir tous les bénitiers de la ville. Moins sujet aux troubles de miction que de mémoire, Guérand chercha à se rappeler le nombre d'églises que comptait Naples. Oh, probablement plus que de toilettes publiques,
trancha-t-il, tandis qu'il imaginait sa fille en Vénus, émergeant des eaux sur une coquille Saint-Jacques. V eut beau remarquer que le portugais d'Emma fleurait la langue en usage de l'autre côté de la frontière, comme si elle se soulageait dans cette langue de ce qu'elle avait bu en espagnol, Guérand se dit, en souriant à l'église, qu'une de ses grandes prières, ayant déjà été en partie exaucée, il pouvait en ce jour concentrer ses prières en faveur de son vieux père. L'écran griffé, fêlé, patiné du vieux mobile chinois, retiré de la boîte à gants avec des précautions convenantes à un objet sain par Guérand avant de sortir de V, s'illumina en faisant vibrer le banc d'église sur lequel il était posé. Aussi secoué que par un appel divin, Guérand colla le Xiaomi d'avant le déluge contre sa tempe, avec la même ferveur que les croyants qu'il avait vus plusieurs semaines plus tôt, dans la cathédrale di Napoli, appuyaient leur front au reliquaire que leur présentait le prêtre, et contenant une fiole du sang miraculeux de Saint-Janvier. Seul dans la pénombre de la petite église de village, il susurra « Allô ?» d'une voix étouffée par l'émotion, plus que par la peur réflexe de perturber l'envol d'autres prières. Et, entre son oreille et la coque de téléphone en d'autres temps transparente, ce fut le déluge. Pas le déluge de larmes précipitées par la nouvelle que le ciel se serait ouvert pour y accueillir son père, mais un déluge de voix lointaines et familières qui se mit à inonder ses tympans comme jamais peut-être la lumière n'avait inondé la nef de l'église aux poussiéreux vitraux. Lorsque Guérand, levé en sursaut, arriva sur le seuil baigné de soleil, les voix de ses deux frères et de sa mère avaient déjà ruisselé à travers son oreille interne, la gauche, jusque dans le puits, au centre, où tels des eaux de pluie se collectent les mots les plus essentiels. « Père va mieux. Papa n'est pas mort », répéta-t-il, aveuglé par le soleil déjà haut, tandis que dans son oreille droite tombait en cascade un chant d'action de grâce, semblant venir de derrière les deux grands battants entr'ouverts. « Oh, ah bravo, tu as déjà enterré ton père !» de sa mère sanglotant, il s'éloigna rapidement de l'église pour commettre un pieux mensonge. « On est dans un petit café de village, maman. Je vais prendre un verre à la santé retrouvée de papa. »« Ah oui, comme tu dis, alléluia. Comment ? Si je ne crains pas... » « Mais non, maman, c'est V qui roule quand je bois, tu sais bien. Ce n'est pas V qui devra souffler si on nous arrête. Et ce n'est pas V qu'on mettra au ballon si j'ai un coup dans l'aile. Les policiers portugais, probablement moins tendres que les Chinois, dis-tu ? Tu as 1000 fois raison, maman, on n'est jamais trop prudent. Je vais prendre un café, plutôt. C'était d'ailleurs ma première intention. Emma ? Oui, je te la passe, dès qu'elle revient du petit coin. Comme Guérand se dépêcha d'effacer la trace de son mensonge en courant, mais sans que cela s'entende, jusqu'au café. Dans son empressement, toutefois, il ne put éviter d'être sonné par la pensée, sombre comme un coup de bourdon, que puisqu'il faisait soleil et que midi approchait, il faudrait que le ciel se mette lui aussi, d'une manière ou d'une autre, au mensonge, si l'inversion du proverbe paysan « midi, ciel vilain, minuit, ciel serein » devait être évitée. Du côté de la place où le vin se servait sans la messe, Emma ressortit des toilettes avec dans le bas du ventre une chatouillante sensation d'absolution. Elle longea le zinc, sur lequel rutilaient les verres de 3 quidams, et derrière lesquels le patron, dans des habits noirs avec lesquels il aurait pu aider au besoin, le tenancier de l'établissement voisin, pourvu qu'il eût retiré en chemin le tablier bleu qui lui serrait un peu fort la taille et sur le devant duquel on pouvait voir, quand le comptoir ne masquait pas ce détail, le blason du Portugal, avec les mots du poète « Esta est a ditosa patria minha amada » « Voici mon heureuse patrie chérie ». Le patron fit plus cette fois que d'un signe de tête lui donner la bénédiction. « Não devias estar na escola, menina » ? « Ne devrais-tu pas être à l'école, petite ?» demanda-t-il comme du haut d'une chaire. Emma n'a jamais pris calmement les sermons. « Se fosse meu dever estar em algum lugar, caro senhor. Si c'était mon devoir d'être quelque part, cher monsieur, répondit-elle avec l'aplomb d'un pilier des débats de comptoir,
Na China debería estar. C'est en Chine que je devrais être. Avait-elle deviné qu'on lui servirait cette question dans le café et fabriqué d'avance une réponse en portugais, ou est-ce que la proximité avec l'Église expliquait efficacement ce petit miracle des langues? N'importe. De même qu'entre le café et l'Église, portant presque la porte à côté, il y avait une barrière invisible, dans l'esprit du patron et de ses clients, portant lointain descendant des grands explorateurs portugais, il y avait entre la Chine et le Portugal un infranchissable continent. En Chine plutôt qu'au Portugal? Pelo amor de Deus, pour l'amour de Dieu, s'écria le patron en enfonçant les poings dans son tablier, ce qui eut pour effet de tendre l'écusson brodé. Avant de rentrer faire tes devoirs, laisse-moi t'enseigner quelque chose que tu n'apprendras pas à l'école. Beaucoup trop de jeunes d'ici pensent comme toi, mais comment leur expliquer que ce qu'ils trouveront à Pékin ne sera pas mieux qu'à Lisbonne ou à Porto? En chinois? Des mains amusées tapèrent sur le zinc pour applaudir à ça, faisant, avec leur chair fripée, tressauter des verres plus vite que pleins. Mais elles s'arrêtèrent pour laisser le patron resservir la jeune cliente. La solution à tous les problèmes que s'invente la jeunesse, surtout celle de province, c'est de rester dans son heureuse patrie chérie et d'attendre que cela passe, prononça-t-il, et il aurait peut-être mis la main à la partie centrale de sa devise pour en souligner l'importance à ses yeux, s'il lui avait été aussi facile d'ignorer qu'Emma était une fille que le fait qu'elle pût être chinoise. Tout à son patriotisme de comptoir, le patron ne fut pas le seul à ne pas comprendre que le devoir d'Emma n'était, sur le papier, pas très éloigné de celui qu'il se faisait de toucher sans cesse au tablier qu'il arborait comme un curieux étendard. Des trois clients, celui qui ressemblait si bien à Jean Gabin qu'Emma s'imposa le nouveau devoir en l'observant de se rappeler dans quel film elle l'avait vu, et si grincheux et si remonté, s'y trompa également. Il y a 50 ans, le rêve des jeunes, c'était les EUA, Estados Unidos d'América, dit le Gabin portugais, d'une voix rendue râpeuse moins sans doute par le vin qu'il buvait que par le nombre d'années qu'il en buvait. On baignait dans le Coca-Cola, la musique et les films de là-bas. Fermer les yeux donnait à ma jeunesse un aperçu de ce qui attendait ceux d'entre nous qui franchiraient le pas. Le vieil homme, costume 3 pièces d'un autre temps, but un nouveau coup de blanc en fermant les yeux, comme s'il cherchait à savourer, en se les rappelant, les raisons qui l'avaient empêché, lui, de le franchir, le fameux pas. « Bah, de l'histoire ancienne tout ça. Le monde a tourné la page des EUA, clama-t-il, à peine eut-il rouvert les yeux, tandis qu'avec sa canne en acajou, il menaça de renverser la bouteille de coca que, devant son visage furieux, le patron agitait en riant. Aujourd'hui, la jeunesse portugaise parle de faire le saut de la Grande Muralla da China, la grande muraille de Chine. A-t-on idée? Le catalogue à consulter quand on rêve d'ailleurs vient de l'Est désormais. Mais qui trouve-t-on qui fasse sérieusement rêver le portugais? Les pâtes sont depuis trop longtemps en Italie pour encore dépayser personne. Le thé, bien qu'étiqueté « Made in China », n'éclipsera pas le génie marketing de Coca-Cola. Et la musique chinoise, ma foi, la musique chinoise, je ne connais pas. Bref, le dernier mot bourdonna comme une mouche fatiguée autour des grosses lampes éclairant le comptoir, pendant que des lèvres étaient retrempées dans du vin, moins par soif, se dit Emma, que pour évoquer une scène de ce film dont elle avait le nom sur le bout de la langue. Bref, vouloir aller vivre en Chine, c'est à peu près comme de rêver d'habiter un jour la Lune. Il n'y a jamais eu de Portugais sur la Lune, conclut l'homme, amarré au bar, d'une mine soudain si boudeuse qu'il permit enfin à Emma de terminer son devoir. Ni le patron, toutefois, pointant avec fierté en direction de la sphère armillaire représentée sur son tablier, pour signifier que le Portugal avait conquis le globe 400 ans avant Coca-Cola, ni celui qui tenta alors de consoler son élégant compagnon au front sombrant comme une caravelle dans un océan de nostalgie, ne laissèrent le temps à Emma, s'écriant en son fort intérieur « Un singe en hiver !» de s'imaginer avec Gabin et Belmondo dans une scène de café en noir et blanc.
Puta merda, Jorge, s'il y avait eu des épices sur la Lune, tu peux être certain que nous y serions arrivés le premier. Mieux vaut avoir conquis les Indes. Le troisième buveur, moins gouailleur, mais tout aussi pressé de participer à la remontée du moral du premier, y alla aussi de ses exhortations, pendant que le patron, tirant sur son tablier pour que jamais ne baisse l'étendard, remettait les verres à flot. Pense à Macao, pense à Jorge Alvarez. Jorge, rappelle-toi que l'ère des grandes découvertes, c'est nous. Un peu de fierté. Nous n'avons pas planté de drapeau sur la Lune? La belle affaire. Qui, au XVIe siècle, avait déjà des padroes aux confins de l'Asie? Accepter de se sentir inférieur aux Chinois pour un Portugais, c'est comme d'accepter la verroterie que nos ancêtres offraient aux Indiens en échange de leur or. Les quatre compères, pour montrer qu'ils ne marquaient pas le coup, auraient sans doute en ce point entonné un extrait des Lusíadas, si Guérand n'avait pas fait une entrée remarquée. Avec la disparition progressive de la sensation qui rendait presque doux d'avoir à se tenir devant de vieux hommes lui reprochant de ne pas être à l'école, sans même parler des propos absurdes qu'il tenait sur la Chine, Emma commençait à regretter de n'être pas allée se soulager, sinon dans l'église, du moins derrière l'église. Et voilà que son père, brandissant son vieux mobile comme un évangélisateur aurait brandi une croix, remettait soudain l'église au milieu du village en apportant en français la bonne nouvelle qu'elle n'espérait plus. Son grand-père allait mieux et demandait à lui dire un mot. « Amen !» s'exclama Emma, à quoi sa grand-mère, qui entendait d'autant mieux ce qui se disait dans le café qu'elle avait eu le temps, tandis que Guérand sortait de l'église où il ne pouvait élever la voix, de brancher ses appareils auditifs, répéta avec plus de conviction encore l'Alléluia qui avait fait salement teinter l'oreille gauche de Guérand, l'oreille du téléphone. La salle au vieux comptoir, autour duquel 4 Portugais communiaient avec un lointain passé, fut tout d'un coup envahie par plus de voix que de visages parlant français. Derrière sa tonitruante grand-mère, Emma reconnut les voix de ses oncles. De sacrés farceurs, ces deux-là, pour d'anciens enfants de cœur. Mais elle n'avait Dieu que pour son grand-père, que Guérand, parce qu'il tenait son écran à bout de bras en direction du comptoir, poussait gentiment vers elle, invitant le vieil homme alité à sortir du cadre auquel il s'appuyait, on devinait les barres d'un lit d'hôpital, pour s'avancer dans le café et choisir l'endroit où il voudrait s'asseoir. Le grand-père, clignant des yeux pour vaincre la demi-pénombre, partit d'un « Buenos días » en reconnaissant sa petite fille. Ce pourrait être encore l'Espagne, en effet, pensa Emma, son regard cherchant son père derrière le téléphone qu'il lui tendait, comme pour l'inviter à continuer leur conversation sur la transparence des frontières, cependant que son sourire s'arrêtait sur le visage enfermé dans le cadre de verre, et que, sans choisir de langue, elle répondait « Bon día, avo. Buenos días, abuela. Bonjour, grand-père », en espagnol et en portugais. Moi qui me disais, tu ne sortiras plus jamais de chez toi qu'en sortant de toi. Voilà que je voyage en téléphone portable, s'exclama le vieux sédentaire, étonné et ravi d'être encore assez alerte pour une excursion, ne serait-ce que de type oculaire, dans un café portugais. Comme s'il avait fait la route de nuit pour surprendre son fils et sa petite-fille à l'extrême bout du continent, il ajouta, rajustant d'une main tremblante d'excitation le tube à oxygène qui lui encombrait le nez. « J'avais peur de partir les 2 pieds devant, si je m'éloignais de quelques mètres de mon divan. Or c'est tout le contraire. Je viens pour vous voir de faire en un clin d'œil 2000 kilomètres, le nez contre un écran. » Coude au comptoir, les pratiques ne comprenaient pas, mais quelque chose dans la voix de verre brisée à laquelle les mots de l'étranger se déchiraient avant d'arriver à leurs oreilles attentives les informait que ce pourrait être l'un des leurs qu'ils entendaient, si bien qu'une espèce de solidarité entre vieux buveurs les fit sourire avec respect. Quant au patron, il souhaita officiellement la bienvenue au pays dont il était au propre comme au figuré le porte-drapeau et invita les nouveaux venus atrás, ao lado et dentro do telemóvel, derrière, à côté et dans le téléphone, à se rapprocher du comptoir pour boire quelque chose de frais.
Client caché par le client que les inquiétudes autour de son état de santé portaient sur le devant, les frères de Guérand semèrent un peu le trouble dans l'esprit du dono, patron, avec une commande sortie de nulle part dans un français saupoudré, tel une poignée de cacahuètes de portugais. « Uno café sans leche pour mi, patrono, por favor », lança l'aîné sans crier gare, suivi de près par un « Y moi voglio uno giusto da tomato », le plus jeune n'étant pas moins pressé d'étancher sa soif de portugais sans effort. Habituée depuis toute petite aux grèves et hybridations de langue de ses oncles facétieux, Emma tendit les bras vers l'écran et souhaita, en pouffant un peu, mais en français seulement, la bienvenue au Portugal. Fatigué par la traversée des ondes électromagnétiques, mais fièrement à la barre, le capitaine du bateau ultraplat battant pavillon belge fit comme s'il soulevait un pesant chapeau en direction de sa petite-fille, tandis qu'à l'arrière, à la poupe, explosait bâbord-tribord « Buvons un coup au Portugal et au Padre !» comme les salves de canons de marins heureux de rentrer au port. Démêlant à l'oreille le réel du virtuel, dans ce qu'on lui avait commandé, le patron, qui avait vécu en France pendant quelques années, servit un coca, première arrivée, première servie, à Emma, au moment où celle-ci embrassait son grand-père. Il servit ensuite l'homme à qui elle venait de le lui enlever et qui sembla soudain orphelin de père. Enfin, il déposa, devant le téléphone ayant changé de main et appuyant désormais contre une bouteille de coca à moitié vide, un petit verre d'une eau-de-vie de prune qu'il déclara glorieusement fabriquer lui-même dans son jardin. « De quoi réveiller un mort ?» ajouta-t-il avant de comprendre, apercevant pour la première fois le visage du client inscrit dans l'écran posé sur son comptoir, qu'il venait de commettre un impair. Et en français, s'il vous plaît. Loin de se cabrer, le père de Guérand revint à la vie lorsqu'il se retrouva poussé à travers l'écran, comme à travers une porte à double battant, dans un de ces endroits où il était censé l'avoir perdu. Raffermissement de la voix et adoucissement des traits rendirent vite évident que le vieil entrepreneur en construction était aux anges, de pouvoir retourner, pas de corps certes, mais plus que simplement en esprit, puisque ses yeux déjà s'y promenaient et qu'il s'y avançait comme sur des ailes, dans un de ces lieux qu'il avait tant fréquentés et péjorativement appelés débits de boissons. Qui ne voyait dans ces derniers que des endroits où s'enivrer jusqu'à sombrer dans l'oubli de son ennui ou de son vomi, manquait pour lui l'essentiel. L'essentiel n'était pas de se rendre dans un café pour y prendre à tous les coups une cuite carabinée, mais, défendait-il, d'aller, quoi qu'il en coûte, au café, quitte à ne rien prendre, quitte à entrer et sortir sans un mot, contre vents et marées, car ne pas y aller revenait à se rendre comme dans lever les bras et céder à l'ennemi toujours prêt, là dehors, à condamner. Ne pas s'y rendre revenait à son avis à obéir aux misérables injonctions à la sobriété en fait d'exigences personnelles et d'amitié. Pour lui, et pour les meilleurs du moins de ses compagnons d'armes, il s'agissait moins de répondre sans arrêt à l'appel de la bière sur le comptoir que de repousser derrière le comptoir la fatalité de la mise en bière. Les buveurs se battaient parfois entre eux, escarmouche, leurre, diversion. C'était à la guerre contre la mort qu'on jouait dans les cafés. Aux yeux du père de Guérand, il n'y avait pas de jeu plus sérieux que ce jeu de la maturité, auquel il n'y avait qu'en mourant, au propre ou au figuré, qu'on pouvait renoncer. Les cafés n'étaient des lieux de perdition que dans la mesure où ceux qui s'y rassemblaient disparaissaient un à un, et que c'est de là que, tel l'épicentre d'une explosion, s'y répandrait un jour la nouvelle qu'on vous avait perdu à jamais. Pour un vétéran de la beuverie contrôlée, le café de ce petit village portugais était tellement plus indiqué que l'église. Consommer, il ne le pourrait pas, mais du moins boirait-il des yeux tout ce à quoi il avait renoncé du jour où il avait moins cessé de sortir de chez lui que d'encore aller au café. Pendant un bon, juste et beau moment, le visage au centre de l'écran rayonna si fort du plaisir ressuscité d'entrer dans un café
qu'il fit presque oublier qu'il n'était que la façade, un instant illuminée, d'un corps de logis à l'abandon. Aucune image ne parlera mieux de ce que ce visage fit éprouver à ceux qui le virent en l'occasion que celle d'un soleil déclinant mais encore chaud, traversant sans blesser des yeux mi-clos. Comme il s'agitait beaucoup devant une caméra trop petite pour son émotion, des morceaux de drap, de plafond, une fenêtre, un oreiller entrèrent avec lui, et ce fut comme si une chambre d'hôpital visitait un café. « Tournée générale !» auraient crié ses yeux exorbités s'ils avaient pu parler en découvrant que le comptoir était peuplé. Lorsque le patron fit savoir en portugais à ses habitués que le client du téléphone prétendait pouvoir vider son verre rien qu'en le regardant et qu'il commençait même à se sentir quelque peu ivre par porosité, il y eut des rires et des saoudes avec des verres levés. Mais il devint bientôt clair, sans le service d'un traducteur, que la fatigue de celui avec qui la jeune fille trinquait de plus près, en répétant « Santé, grand-père, santé !» n'était pas que virtuelle. Le vieux buveur dut s'excuser, bredouilla qu'une infirmière l'empêchait de boire et promit de revenir lorsqu'il aurait pris ses médicaments. « Buveurs de tous les pays, unissez-vous !» dit-il pour finir en vidant l'écran de sa présence. Les frères de Guérand sortirent du café à la suite de leur père, mais pas avant d'avoir invité Guérand à les rejoindre dans le couloir où ils avaient passé la nuit à se ronger les sangs. « Allons poursuivre cette conversation en terrasse, » dit le plus jeune, tandis que le plus vieux regrettait en passant de ne pouvoir emporter les consommations. Lorsqu'il arriva sur la place, Guérand, les yeux d'abord remplis de lumière, entendit sa mère pleurer derrière des frères qui se voulaient rassurants. « Pleure pas, maman. Tu as entendu le médecin. Les paramètres sont bons. Papa n'est pas si faible qu'il ne puisse commencer la nuit à l'hôpital et la terminer par une virée au Portugal. » Guérand sourit. C'était bon d'être au soleil. Bon comme un bon mot. Bon comme le verre de vin blanc qu'il n'avait pu vider. Avait-il seulement eu le temps d'y goûter? Il pensa à Emma, restée avec son téléphone et son coca dans le café. À défaut de voir clairement où en était médicalement la situation, Guérand ouvrit enfin les yeux sur les bâtiments bordant la place. Entre l'église et le café, il y avait maintenant la porte de la chambre d'hôpital où son père se reposait.